Le département de la sécurité nationale a reçu des informations au sujet d'un groupe de terroristes réfugiés dans une ville dans la province du Nord Sinaï, a annoncé le ministère dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche. Les forces de sécurité se sont rendues sur place samedi et ont visé et tué 18 terroristes après des échanges de tirs avec eux. Des armes et des explosifs ont été retrouvés dans la maison, a également précisé le ministère. Cette opération intervient 2 jours après une attaque revendiquée par l'État islamique contre un véhicule de l'armée égyptienne dans laquelle 10 militaires avaient été tués ou blessés, selon les autorités qui n'ont pas donné davantage de précision sur le bilan. Le lendemain de l'attaque, l'armée avait déjà annoncé avoir tué 2 djihadistes présumés, très dangereux dans le Sinaï, péninsule en proie à une insurrection. Les forces de sécurité égyptiennes s'efforcent depuis des années de contenir l'insurrection dans le nord du Sinaï à laquelle prend part un groupe local affilié au groupe État islamique. L'insurrection s'est intensifiée après l'éviction par l'armée en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi à la suite d'importantes manifestations. L'armée a lancé en février 2018 une vaste opération antiterroriste dans la région mais aussi dans certaines parties du désert occidental, dans la vallée du Nil de la frontière avec la Libye. Depuis son lancement, plus de 800 djihadistes présumés ainsi que près de 70 militaires ont été tués dans des affrontements selon les chiffres officiels. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse dimanche, plusieurs ONG et partis ont exhorté les autorités algériennes à mettre fin aux poursuites judiciaires et à libérer les journalistes emprisonnés, dont Khaled Drarini, devenu à son corps défendant, symbole du combat pour la liberté de la presse. À un moment où tous les regards au niveau national et international scrutent la gestion de la pandémie de Covid-19, les autorités algériennes consacrent du temps à accélérer les poursuites judiciaires et les procès contre les militants, les journalistes et les partisans du mouvement du Irak, a déclaré la directrice d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Les défenseurs de la liberté d'expression dénoncent également le harcèlement ciblé des médias indépendants dont certains sont accusés par les autorités d'être financés par des organisations étrangères. 3 médias en ligne algériens actifs dans la couverture du Irak ont été la cible de censure. 2 sites du groupe Interface Média, Maghreb Émergent et la radio Web Radio et le site d'information généraliste Interligne. Des journalistes et des militants pour la démocratie sont enfermés sous des motifs aussi divers que variés. Ces initiatives liberticides relèvent du même objectif qui est de faire taire les Algériens et de leur signifier que les 56 semaines du Irak n'étaient qu'une parenthèse, estime un chroniqueur. Selon le dernier classement de Reporters sans frontières, l'Algérie occupe la 146e place sur 180 pays. Les autorités démentent toute entrave, assurant au contraire, par la voix du ministre de la Communication, que l'État algérien soutient puissamment la liberté de presse. 15 personnes, dont 2 Américains, ont été arrêtés en 2 jours pour une tentative d'invasion par mer du Venezuela. Et c'est sur la chaîne publique VTV que le président vénézuélien, qui a attribué la responsabilité du plan à ses homologues américains et colombiens, a présenté les 2 Américains arrêtés, âgés selon lui de 34 et 41 ans. Fueron capturados en esta incursión los estadounidenses. Ont été capturés lors de ce raid l'Américain Iran 7, un mercenaire professionnel des États-Unis qui a déclaré être membre de la sécurité de Donald Trump, et Lucky Alexander Denman qui a aussi déclaré être un membre de la sécurité de Donald Trump. Donald Trump, declarado por ellos, por todo el grupo. Selon le président vénézuélien, les 2 hommes sont liés à la société privée de sécurité appelée Silvercorp USA, qui appartient à un ancien militaire américain du nom de Jordan Goudreau. Plus tôt ce lundi, le parquet vénézuélien avait accusé le dirigeant de l'opposition d'avoir recruté des mercenaires avec des fonds du pays pétrolier bloqués par des sanctions américaines pour formater une tentative d'invasion marine du pays. Mais Juan Guaidó a rejeté toujours ce lundi ces accusations, niant tout lien avec la société de sécurité Silvercorp USA. Cette tentative d'invasion présumée intervient un peu plus d'1 an après l'appel au soulèvement de l'armée lancé par Juan Guaidó.
Nos mères et nos grands-mères croyaient que la circoncision féminine était une sorte de plaisir et créait une vie conjugale heureuse pour une fille. Mais c'était une mauvaise coutume. C'est une des traditions très douloureuses. C'est presque aussi sacré que la charia ou d'autres lois actuellement en vigueur. Avant, les gens se faisaient des tatouages au henné et faisaient la fête pour célébrer une mutilation génitale. Nous avons des victimes qui sont tombées à cause des mutilations génitales. Des femmes sont mortes en accouchant et d'autres ont souffert pendant leur mariage à cause de l'excision. Les lois ne servent pas seulement à pénaliser. C'est vrai que la loi pénalise les auteurs d'excision, mais elle établit également un cadre qui nous protège en tant que militants, car si l'État ne criminalise pas cet acte dans un cadre légal, toutes nos initiatives seraient illégales. Beaucoup de gens pensent que la loi ne résout pas le problème. Et une loi seule ne suffit pas, car nous avons toujours besoin de plus de campagnes de sensibilisation et prévoir beaucoup de choses. L'expérience du vaccin en cours au Cap, en Afrique du Sud, est menée par l'organisation de recherche médicale TASC. 500 soignants sud-africains ont commencé lundi à tester les éventuels effets protecteurs contre le Covid-19 du bon vieux vaccin utilisé depuis plus d'un siècle pour se protéger de la tuberculose, le BCG. Ce test, durant lequel 250 soignants recevront une injection de BCG et 250 autres, un placebo, est conduit dans un hôpital de la région du Cap. Notre étude est essentiellement basée sur une étude qui est en cours aux Pays-Bas. Elle s'appelle BCG Corona Elderly et ils examinent des résultats similaires aux nôtres. Nous avons donc examiné leur protocole et avons décidé que c'était en fait une idée fantastique et nous avons voulu effectuer des recherches similaires. Les suivis sont prévus entre une semaine et un mois. Donc si la pandémie en Afrique du Sud s'aggrave, le nombre de cas commence à augmenter et il y a des épidémies dans la région. Nous pourrions appeler les gens un peu plus souvent, donc nous pourrions les appeler chaque semaine pour voir s'ils ont eu des symptômes. Des études ont ainsi prouvé que les enfants immunisés par le BCG souffraient moins de maladies respiratoires. D'autres travaux suggèrent qu'ils pourraient protéger de l'asthme et des maladies auto-immunes comme le diabète de type 1. Les scientifiques cherchent à démontrer qu'ils pourraient avoir des effets bénéfiques contre le coronavirus. Quelques 300 000 personnes contractent chaque année la tuberculose en Afrique du Sud, selon l'OMS. Après 4 mois de grandes vacances pour cause de Nouvel An chinois puis de coronavirus, les lycéens de terminale ont repris les cours ce mercredi à Wuhan. Ils ont fait leur retour masque sur le visage après être passés devant des caméras infrarouges afin de détecter une possible fièvre. Les élèves se sont assis à des tables individuelles séparées d'1 mètre face à leurs enseignants qu'ils revoyaient pour la première fois depuis janvier avant la mise en place de la quarantaine à Wuhan et dans sa province de Hubei. Comme dans le reste du pays, les élèves suivaient depuis cette date leurs cours en ligne. La date de reprise des cours pour les autres classes de lycée, de collège ou d'école primaire n'a pas été annoncée. Dans le reste du pays, la rentrée est elle aussi progressive suivant les régions. Dans les métropoles géantes de Pékin et de Shanghai, seuls les élèves de dernière année de lycée ont également repris les cours la semaine dernière en vue du bac, dont la date a été repoussée d'1 mois dans tout le pays à début juillet. Wuhan et sa province de loin, la plus touchée du pays par l'épidémie, retournent progressivement à la normale depuis la levée de la quarantaine dans la ville le 8 avril dernier. Après une flambée en février, la contagion s'est considérablement réduite ces dernières semaines dans l'ensemble du pays, tombant ce mercredi à 2 nouveaux cas, tous les 2 d'origine étrangère. Aucun nouveau décès n'a été annoncé depuis 3 semaines, le bilan total s'inscrivant à 82 883 cas, dont 4 433 décès.
Le gouvernement a ordonné la cessation de mouvements verts et en dehors d'Eastlight, quartier de Nairobi à majorité somalie et de la vieille ville de Mombasa, à compter de ce mercredi et ce pour 15 jours. Le ministre de la Santé a annoncé ce mercredi 47 nouveaux cas en 24 heures, dont 5 à Eastlight qui en compte désormais 68 et 25 dans la vieille ville de Mombasa, portant le total à 64. À eux deux, ces quartiers représentent plus de 20% des 582 cas recensés dans le pays, dont 26 décès et 190 personnes guéries, avec une augmentation sensible ces derniers jours. Le ministre a également précisé que cette mise sous cloche des deux quartiers n'empêchait pas les habitants de se déplacer à l'intérieur de ceux-ci, même s'il les encourage à rester dans leur maison. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne de l'approche graduelle adoptée par le gouvernement kényan pour tenter d'enrayer la propagation du virus depuis l'annonce du premier cas dans le pays le 13 mars dernier. Le 6 avril, les autorités avaient imposé des mesures similaires pour la métropole de Nairobi, qui comprend Eastlight et les comtés côtiers de Kwale, Kilifi et Mombasa. Elles avaient au préalable décrété un couvre-feu nocturne le 25 mars. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé qu'à compter de ce mercredi, il prenait à sa charge le coût du placement en isolement des personnes testées positives au Covid-19. Les autorités prennent ainsi acte de la réticence de nombreux habitants, notamment des quartiers pauvres, à aller se faire tester gratuitement, de crainte d'avoir à payer leur mise en quarantaine dans des établissements gérés